Salut à tous, amis fighters, amis fighteuses, bienvenue pour ce nouvel épisode de Bagarre Générale. Là, c'est le moment où vous vous dites, mais c'est qui ce mec finalement? Je le connais pas. Alors, je m'appelle Sacha, je suis très content d'être avec vous pour présenter Bagarre Générale. Vous avez sans doute pu m'apercevoir un petit peu sur la chaîne Twitch de la First Team dans laquelle je me suis battu et fait défoncer sur UFC. Je n'ai pas peur de le dire. Et je vais donc remplacer Adrien, à qui on souhaite une excellente continuation au nom de toute la First Team. Et on remercie également d'avoir lancé le projet Bagarre Générale, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, il faut le dire. On a du très très lourd au programme aujourd'hui, messieurs, dames, et on va vous présenter le sommaire un petit peu plus tard. D'abord, j'ai un parterre d'invités et de consultants aujourd'hui, c'est du grand Luc, j'adore, c'est parfait. On va commencer avec un récurrent, bien sûr, à ma droite, monsieur Christian qui est avec nous, expert boxe, une plume de la boxe, tu sais narrer la boxe comme personne, comment ça va? Je sais. Merci pour cette présentation, Sacha. Et bienvenue en plus. Bah écoute, je suis bien installé, les chaises sont confortables, la lumière est plutôt agréable, on est bien ici. Bon bah tant mieux. Très content d'être avec vous en tout cas. On va enchaîner tout de suite avec Eric, préparateur mental que vous connaissez bien, qui est en duplex avec nous depuis Vancouver. Il s'est réveillé très tôt ce matin, il a suivi le combat. Et il est avec nous. Eric, comment ça va? Salut Sacha, bah écoute, ça va très bien et bienvenue dans Bagarre Générale. Salut à tous les amis. Salut Eric. Salut, merci pour l'accueil. Et un invité spécial aujourd'hui, il est à ma gauche. Lui aussi, il a plusieurs casquettes. C'est un combattant de MMA en poids léger au sein du Cage Warriors. Il s'entraîne au sein de la MMA Factory. Mais c'est également un ninja de l'Akatsuki, l'organisation secrète qui n'est pas forcément hyper recommandable. Mehdi Ben Lagdak, donc comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va super bien. Est-ce que tu t'es régalé cette nuit avec le combat? Je me suis régalé. C'est-à-dire que là, je suis. Je sais même pas si j'ai dormi en fait. T'es chaud. J'étais trop excité. Bon, on va en parler tout de suite, messieurs. Ça va être le grand focus du jour. On va pouvoir aborder ce combat mythique entre Stipe Miocic et Francis Ngannou tout de suite. Petite citation avant de commencer le débrief de ce combat. Je vous l'ai tiré de Twitter et je la trouve magnifique de sens. C'est un extrait d'un petit échange houleux entre deux tweetos qui étaient en train de se provoquer. Et il y en a qui a conclu sur cette magnifique phrase: « Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, mon pote ». D'accord. Donc j'ai trouvé ça magnifique comme métaphore. C'est comme très fleuri. un petit peu. Et finalement, j'ai envie de dire, non, c'est pas vrai, puisque deux montagnes se sont croisées cette nuit lors de ce combat. Stipe Miocic, Francis Ngannou, deux combattants emblématiques de la catégorie des poids lourds de l'UFC. Francis Ngannou s'est imposé par KO lors du second round dans un combat qui était hyper intéressant et qu'on va pouvoir débriefer avec vos analyses, messieurs. À chaud, Christian, qu'est-ce que tu as pensé du combat? J'ai eu beaucoup d'émotions devant ce combat. Avant, pendant et surtout après, quand on a vu qu'il avait effectivement qu'il s'était imposé. Beaucoup d'émotions parce que il porte beaucoup de choses en lui, Francis. Il porte son histoire déjà, son histoire personnelle qui est juste exceptionnelle. Il porte l'Afrique, le continent africain, le Cameroun. Il porte la France, le MMA français. Il représente le MMA français aussi à l'UFC. Et c'est un accomplissement extraordinaire pour lui et pour toutes ces personnes et toutes ces choses qu'il porte. Donc pour tout ça, j'ai ressenti une très très grosse émotion quand Dana White est venu derrière lui comme il a l'habitude, comme on voit sur la photo derrière toi, pour lui le revêtir de la ceinture de champion du monde des poids lourds. C'est vrai que c'était un très grand moment d'émotion. On a vu des duplex également avec le Cameroun. Il y a eu beaucoup d'images. On a senti effectivement. Vaut mieux faire 130 kilos pour avoir autant de poids sur les épaules. Je pense Oui, clairement. Parce qu'il représente énormément de choses, comme tu l'as dit. Mais dis-toi, qu'est-ce que tu as pensé du combat? J'ai pensé que c'était tout simplement la meilleure performance de sa vie. Voilà. Et meilleure performance de sa vie. Quand on dit ça, c'est à la fois très fort et très bien. Mais ça veut potentiellement dire qu'il ne fera pas mieux. On espère qu'il fera mieux. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne fera pas mieux. Actuellement, quand tu regardes les combats de Francis, les combats de Francis, c'est la masterclass de Francis. C'est-à-dire que c'est le combat qu'il a géré de bout en bout. C'est le combat où il a été capable d'être discipliné. C'est le combat où il a été patient, en fait, comme tout le monde lui demandait de faire en réalité. Donc voilà. Ok, Eric, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, depuis Vancouver? Est-ce que tu as eu la même vision? Ah oui, énormément d'émotions. Je vais rebondir un petit peu sur Christian avec l'émotion et sur Mehdi avec la masterclass, puisque en effet, depuis le premier combat finalement contre Stipe, on a 5 combats de Francis, il y a un non-fight contre Derek Lewis, il y a 4 expéditions punitives terrifiantes au possible.
Et cette nuit, en fait, on attendait beaucoup de réponses. On entendait beaucoup son coin et l'évolution de son travail. Et tu sais jamais si ça va délivrer le jour J. Et là, on a eu la performance aboutie, construite, planifiée, avec en effet tout le travail de son coin. On entendait bien en huis clos les instructions avec cette patience-là. On a du Francis 2.0 avec une performance assez hallucinante qu'il a délivrée le jour J en temps et en heure. Incroyable. Et c'est vrai que beaucoup de personnes notent les progrès de Francis Ngannou. Il y a même des personnes qui, pour vulgariser un petit peu, disaient il est passé de très gros puncher à un vrai combattant de MMA avec ce combat-là. Vous êtes plutôt d'accord avec cette analyse-là, qui est vulgarisée, je le précise. C'est un peu dur de dire qu'il est passé de vulgaire, en plus mettre vulgaire puncher. Un puncher le plus gros jamais... puncher quand même. Voilà. Un puncher n'est jamais vulgaire, sache-le dans Bagarre Générale. Mais oui, il a forcément évolué. On l'a vu. Eric parlait de 5 expéditions punitives. Même dans ces combats-là, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Eric, mais on a senti, combat après combat, une légère évolution. Même à ce niveau-là, sur un aspect du combat qu'il maîtrise, le punch, on a senti qu'il petit à petit, il arrivait à trouver... Alors, je ne veux pas parler de rythme ou de cadence, parce que voilà, ça allait tellement vite que pas le temps d'installer quoi que ce soit. Mais on sentait que c'était peut-être un peu plus réfléchi, un peu plus précis. Sauf Rosenstruck, Christian. Comment ? Sauf Rosenstruck, on est quand même dans un bordel technique. Oui. Il pète un câble. Je vais te l'accorder. Je vais te l'accorder, effectivement. C'est pour ça qu'on attendait des réponses aussi. Tu vois. Et des réponses que, à mon sens, on a eues dès le premier round. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mehdi, mais dès le premier round. Je suis assez d'accord avec toi. On a eu un Francis terriblement discipliné. C'est-à-dire que le combat commence, il a marché au ralenti vers le centre de la cage. Donc tu sens que dans son intention, dans sa manière d'aborder le combat, on sent un Francis qui dit « Ok, aujourd'hui, calmez-vous, ça va bien se passer. Je vais prendre tout mon temps et je vais vous montrer le nouveau Francis, en fait. » Très, très fort. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, dès l'entame de combat. T'as Herbdin qui check comme ça, et puis Francis, il marche tout doucement, il check, il se met en garde. Calme. Force tranquille. Et ce qui est, moi, j'ai trouvé dès l'entame de combat très fort, c'est qu'il connecte assez rapidement avec Stipe Miocic. Je crois, après 1 minute 10 et quelques dans le premier round, il le touche. Miocic encaisse très bien le coup, mais il aurait pu à ce moment-là s'exciter et se dire bon, il est ouvert, potentiellement je peux foncer et y aller. Il est resté très calme, très patient, très méthodique, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez lui. Eric le disait en introduction, tout le monde autour de la cage, enfin en tout cas tout le coin de Francis Ngannou, un coin, on va peut-être y revenir, Eric, mais un coin bien chargé avec pas mal de monde à ses côtés. Tout le monde lui disait reste patient, sois patient, attends, ne va pas trop vite. C'est des choses qu'il ne savait pas forcément faire dans ses précédents combats. Et sur ce premier round, et la suite du premier round est vraiment exceptionnelle, c'est des choses qu'on a très rarement vues chez lui, c'est que donc il touche après une petite minute de combat, il reste patient. On sent que Miocic a l'air un peu en difficulté sur une phase debout où il faut faire parler les points. Il tente un takedown. Il fait une tentative, mais enfin, le sprawl est... moi, je n'ai pas les mots, j'ai pas l'adjectif idéal pour qualifier la beauté du sprawl de Francis Ngannou. C'est un tournant du combat, très clairement. Je pense qu'on est d'accord. Cette annulation de takedown par Francis Ngannou, je pense que c'était un des points d'amélioration qu'on avait pu relever sur les précédents combats. Là, ça a été exécuté à la perfection, puisqu'après, il se relève, il l'a de dos, il le matraque un peu. Enfin, il se passait plein de choses après ce sprawl. Qu'est-ce que tu en penses, Mehdi ? Je vais regarder ça comme un pratiquant. Le timing de Stipe Miocic est juste exceptionnel. C'est-à-dire qu'il lui chope la jambe en single leg, donc il lui chope une jambe. Ouais. Et à partir de ce moment-là, le chrono il commence à découler. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va réussir à le faire tomber sur place ou est-ce que ça va prendre du temps ? Donc là, c'était la deuxième option. Ça a pris du temps. On a vu Francis reculer, Stipe pousser, il se retrouve contre la cage. Et c'est à ce moment-là que Francis a
ouvert la porte en fait de sa victoire, en tout cas à mon sens. Parce que le pivot suivi du sprawl, et on voit bien les mains de Stipe se détacher comme ça, avec tout le poids de Francis sur Stipe. Juste derrière, voilà, il passe en contrôle latéral, il commence à frapper un petit peu. Psychologiquement pour Stipe, je pense que ça a été très très dur, très dur. Personne s'y attendait, moi le premier. Je n'ai jamais vu Francis faire du sol. La transition, elle a été juste parfaitement exécutée, donc ça a été la clé pour moi, en tout cas, la clé de ce combat. Et justement, si on se met dans l'optique, un petit peu dans les yeux de Miocic, est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, finalement, c'était peut-être mon recours d'aller au sol face à Francis Ngannou, peut-être là où je serais un peu plus à l'aise, puis il est en train de me matraquer un petit peu sévèrement. Et ça doit être très dur psychologiquement de se dire, tiens, je tente mon takedown, il se met sur moi, je prends les 130 kilos sur le dos, c'est assez costaud, c'est assez dur. Mais finalement, quelle est ma solution pour aller plus loin dans ce combat? Eric, toi aussi, tu penses que c'est le tournant du combat, ce fameux sprawl, cette progression en lutte de Francis? Ouais, parce que je pense qu'à ce moment-là, on est beaucoup à avoir compris que Francis serait quasiment imbattable quand on voit ce mouvement-là. Parce que Mehdi l'a bien dit, quand tu as cette puissance qu'il a monstrueuse de base et que tu rajoutes la technique et le travail qu'il a fait, là, ouais, le mec est compliqué à manœuvrer. Alors attention, sur Miocic, on est vraiment sur la même tactique que dans le premier combat. Quand il part sur le Sigurdel, il fait exactement la même chose. Sauf que là, et tu l'as très bien dit, Sacha, à un moment, quand il va le connecter dans le dos et lui mettre quelques belles pralines, il touche dur, mais Francis aussi comprend qu'il ne va pas le terminer là. Et il va relâcher la pression et se remettre tranquillement au taf, comme en parlait Christian. Et il faut noter aussi, le mec se permet de changer de garde quand il boxe. Et tranquillement, avec le rythme ralenti dont parlait Mehdi, le gars change de garde. Et à ce moment-là, tu t'es dit, il y a une énorme sérénité. On parlait justement du coin qui disait patience, notamment Kamaru Usman, toute l'expérience du champion qui a été très importante à ce niveau-là. Et en effet, aucune précipitation, même si on le voit un peu ouvrir la bouche, certains ont dit peut-être qu'il est un peu fatigué. Non, il était en gestion. Moi, c'est ce qui m'a rendu le bonhomme encore plus terrifiant que tous les KO express que tu as vus avant. Parce que quand il est comme ça, tu regardes le truc, tu fais non, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va le bouger, le gars? Non, c'est un tournant. Ça, pas forcément un tournant parce qu'avant il est pas dans le dur, mais à ce moment-là, pour moi, j'ai plus trop d'inquiétude pour Francis. Ok, on a parlé justement, effectivement, comme tu le disais, Eric, de Kamaru Usman, qui est champion du monde, lui, de la catégorie welterweight, qui est un maître incontesté du sol, qui vient d'Afrique également. Est-ce qu'on pouvait mieux s'entourer finalement pour Francis pour travailler le sol qu'avec Kamaru Usman? Pas vraiment, a priori pas vraiment. Mehdi, tu me regardais, je crois que tu voulais rajouter un petit élément. Je voulais juste rajouter un élément, c'est Francis vient juste d'éteindre cette ombre qu'il a de si je passe le premier round, j'ai gagné en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Stipe avait instauré dans sa stratégie et dans la tête de tous les adversaires de Francis, si tu dépasses le premier round avec Francis, tu as gagné. Aujourd'hui, on est sur un truc où Francis fait 2 rounds, détente, 3 rounds, qui sait, 4 rounds, 5 rounds, on ne sait pas en fait. On ne sait pas jusqu'où il peut aller en réalité. Là, comme ça. Ouais. On a eu un échantillon de quelque chose qui pourrait être encore plus terrifiant. C'est ça, on va sur la durée. C'est terrible. Alors qu'il y a quelques semaines, c'est-à-dire que jusqu'hier soir, j'étais avec des amis, on regardait le combat, et il y avait ce truc où, t'inquiète pas, quand Stipe va passer le premier round, Francis, il sera mort, regarde, il tire la langue, etc. etc. Et là, il vient juste de fermer le clapet de toutes ces personnes qui pensent ça, en fait. Mais c'est terrifiant. Et même les commentateurs américains, Joe Rogan disait « Ah, attention, Francis est en train de respirer par la bouche ». En gros, insinuer qu'il commençait à perdre son cardio, à être au bord et être à la limite. Quand il entame le deuxième round, moi, je vois un Francis, mais comme tu disais, tranquille, détente, sûr de lui. L'assurance qu'il dégageait était vraiment exceptionnelle. Et je pense que Miocic passe un premier round très compliqué, qui n'est pas cuit quand il aborde le deuxième. J'ai lu pas mal de choses, pas mal de gens qui disaient, bon, en voyant son visage qui était un peu affecté, des gens qui ont dit qu'il était déjà cuit à la fin du premier. Il n'est pas du tout cuit. Je pense qu'il est encore très ambitieux dans ce combat-là et il se dit qu'il peut faire de très belles choses. Mais quand il se lève et qu'il voit face à lui le bonhomme qui est en mode « Écoute, moi je bouge pas.
je serai là. Quoi que tu fasses, je serai là, il n'y a pas de souci. Je pense que mentalement, tu perds quelques points de confiance quand même. Et rapidement dans le deuxième round, moi, je sais, Eric, je me tourne vers toi encore une fois parce que c'est toi l'expert, mais combien de fois est-ce que tu as vu Francis Ngannou réussir un head kick avec une telle précision? Non, mais en fait, ces phases-là sont assez hallucinantes que le mec en fait est devenu même une menace en striking dans tous les sens. On savait qu'il avait plutôt un beau low kick, je pense que Mehdi peut en témoigner. Et quand tu prends ces jambes-là en low kick, ça fait mal, mais là on l'a encore plus vu, mieux maîtrisé. Mais en effet, le mec te balance un high kick, c'est dire la confiance et il touche. Attention, c'est pas genre il le balance juste comme ça, c'est qu'il touche. On a 92% de précision de striking sur un rythme très travaillé. Alors, en effet, pas un gros volume, mais pas non plus un mec à l'économie, parce qu'il était constamment avec le bouton marche en avant. Le cadrage, à ce niveau-là, ça pouvait partir dans tous les sens. C'est ça qui était fort. Et je sais, peut-être on en reviendra après aussi avec Sacha, mais il y a aussi, on a vu du menton. Ouais. Avec Francis. On a vu du menton, parce que le seul moment finalement où il va un petit peu déconnecter et sortir un minimum, alors c'est vraiment un minimum où il va quand il dans le round 2, quand il fait l'enchaînement droite-gauche et qu'il envoie avec la gauche au tapis. On a Miocic qui tire miraculeusement, derrière il y a un uppercut, et là Francis pour la première fois du combat va prendre un tout petit risque pour continuer à enchaîner. Il part avec un large crochet gauche pour essayer de clipper et de terminer Miocic, sauf que ça passe pas, il s'expose un petit peu, et Miocic, mine de rien, contre très fort, un peu à la manière de ce qu'il avait fait contre Werdum sur un court crochet. Souci pour Miocic, c'est qu'il prend la confiance derrière, et puis qu'il y retourne fort, et sauf qu'il se mange un contre d'une violence assassine, quoi, tu vois. Mais on voit vraiment Francis absorber quand même un sacré bon coup. C'est vrai. Vas-y Eric, termine. Non, c'est bon. C'était juste pour noter le point que le mec, finalement, dans sa partition complète, il y avait aussi du menton. On a tout vu. On a parlé des progrès de Francis Ngannou, on a vu Miocic aussi, effectivement, je te rejoins totalement, je rejoins ce que disait Eric, qui n'était pas vaincu d'avance. Justement, je trouve qu'avant de se mettre de se prendre le KO, il a l'air plutôt confiant. Je trouve qu'il y va même en mode bagarre, un peu. Tu le sens, ça avance un petit peu énervé, en mode ah, ça y est, j'en ai placé une, je vais peut-être en placer une autre. Bon, finalement, il se fait prendre un petit peu à revers. Il y a un point extrêmement important également dans ce combat. C'est la différence de poids entre les deux. Ça a été montré dans le Tale of the Tape. Francis Ngannou autour des 130 kg, 126, je crois, quelque chose comme ça. Et Stipe Miocic à 106, qui est un point en dessous du poids qu'il avait lors de la première rencontre. À quel point ça peut être impactant et à quel point ça a pu faire la différence dans ce combat? Moi, je vais me tourner vers Amédi, qui, pour le coup, toi, tu es dans une catégorie où le poids est vraiment hyper important. Je vais pas te ramener vers tes démons de perte de poids, de weight cut. Là, je suis en roue libre total. Ah, ok. Cutting. Ok, bon, pas de souci. Mais est-ce que toi, ça t'est arrivé d'aborder un combat comme l'a fait Francis, où tu sais que le mec en face de toi, il est, alors peut-être pas 13 kilos en dessous de toi, parce qu'en lightweight, c'est pas ce genre d'écart-là, mais où tu sais que physiquement, déjà visuellement, tu vois que le mec en face de toi, il fait pas le poids. Alors, mon dernier combat au Cage Warrior, qui remonte au 10 décembre dernier, j'affrontais Stevie McIntosh. Le lendemain, le jour de la pesée, on est un petit peu pareil, hein, on fait le même poids. Le lendemain, j'avais une confiance en moi sur mes défenses d'amener au sol. J'ai repris beaucoup de poids. Entre la pesée et le lendemain, le jour où je rentre dans la cage, quand j'ai vu mon adversaire, je me suis dit, c'est pas un gros queutard. C'est pas un mec qui perd beaucoup de poids, qui reprend beaucoup de poids. Donc immédiatement, grosse confiance en moi. Je me suis dit, si je sprawl sur lui, ça va être compliqué. Et est-ce que tu penses que justement, on va revenir au combat de Francis, tu penses que lui, dès la pesée, en voyant dans quel état était Stipe Miocic, en voyant son poids, il se dit le Coco, il va pas tenir en fait. L'idée, c'est de se dire, t'en as un qui fait 120 kilos et l'autre qui a 108, si je me trompe pas. 106 même. 106. 13 kilos d'écart.
dans ces catégories-là, 13 kilos d'écart, c'est essentiel d'avoir le même rapport poids-puissance. Si Être à proximité au moins. C'est ça. Sur les frappes et surtout sur la lutte. Je pense très sincèrement que ce qui a fait défaut à Stipe lors de la première amenée au sol où il est plus ou moins tout frais, c'est le début du combat, c'est la première amenée au sol, donc on n'a pas encore toute la congestion, on n'a pas encore le round, les rounds qui sont passés, la fatigue accumulée. Je pense que c'est ce qui a fait défaut à Stipe lors de la première tentative d'amener au sol. C'était trop dur d'amener au sol, et c'était encore plus dur de faire des transitions, de passer à autre chose, de forcer, parce que j'ai la pêche pour forcer. Non, il n'y avait pas de pêche. Toi, Eric, qu'est-ce que tu en as pensé de la différence de points en termes de facteurs, du coup, à quel point ça a pu peser sur le combat, si je puis dire, mes verbes est plutôt approprié, je pense. Je t'avoue que c'était une de mes questions en tout début de semaine, en me disant j'espère que sur la balance, en tout cas, il sera plus proche de du premier fight où il était à 112 et pas qu'il réitère ce qu'il a fait contre Cormier, où il pouvait se permettre justement, il se sentait plus léger, mieux, etc. Et puis finalement, quand tu le vois avec cet écart sur la balance, tu te dis, bon, forcément c'est un facteur. On a un Francis quand même qui est à 119 sur la balance, la limite elle est à 120. Tu peux l'imaginer encore même plus lourd le jour du combat, quoi, tu vois. Et c'est que du muscle. On n'est que sur du muscle en plus, hein. C'est un monstre. Donc forcément, tu te dis, avec en plus ce que propose Francis dans la cage ce jour-là, c'est un facteur que tu rajoutes, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu as peut-être un Francis moins bien ou quoi que ce soit. On voit, allez, c'est peut-être moins impactant, mais avec un tel Francis en plus, ah non, c'est un atout en effet indéniable. C'est indéniable. Après, on parlera peut-être aussi des 3 dernières années qui n'ont pas été les mêmes pour les deux combattants. Et forcément, ça, qui ça a de pour l'impact. qui pour moi joue. Oui, vas-y, Eric, pardon, je t'ai coupé. Ah non. Est-ce qu'on embraye sur le fait, sur ces 3 dernières années, des deux, vraiment avec ce qu'a fait Stipe et les points de vie qu'il a laissés, et pas du tout du côté de chez Francis? Moi, ce que j'allais vous proposer, c'est de parler tout simplement de ce que signifiait cette victoire, un peu comment elle impactait un petit peu le monde de l'UFC, Francis Ngannou, un peu le rayonnement autour du monde, et puis aussi ce que ça veut dire pour Stipe Miocic, parce que finalement, il faut parler du fait que Stipe Miocic, ce n'est pas n'importe qui. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette victoire, pour Francis Ngannou, Christian? Qu'est-ce que ça impacte maintenant, et qu'est-ce qu'on peut imaginer finalement pour l'avenir? Je vais reprendre les mots de Mehdi, c'est la victoire de sa vie. À l'instant T, comme il a dit, parce qu'on espère tous qu'il aura d'autres, qu'il défendra son titre plusieurs fois. Je l'ai dit en introduction, voilà, il représente tellement un panel de personnes et de causes qui sont tellement variées et qui sont tellement belles que c'est... Voilà, moi j'ai l'impression de voir un représentant, je ne vais pas aller sur le côté sentimental ou émotionnel, mais on a peut-être vu la naissance de quelqu'un qui sera beaucoup plus qu'un simple sportif. Il représente, comme je disais, beaucoup de choses. Et cette victoire, en plus, moi je trouve que c'est important de le préciser, victoire par KO, n'a donc laissé aucun doute. Je pense qu'on a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'UFC, de la catégorie des poids lourds, du MMA, mais ça sans aucune contestation. Et je vais parler là plutôt pour la France et le continent africain. Le MMA va s'ouvrir beaucoup plus encore grâce à ce monsieur. C'est-à-dire que, évidemment, en France, le MMA est ultra populaire, mais il est légal que depuis quelques mois, au final. Grâce à lui, grâce à ce représentant-là, on va pouvoir avoir peut-être des portes qui s'ouvrent, des salles qui rechignent peut-être moins à accueillir des événements MMA. Peut-être que l'UFC se déplacera en France ou peut-être en Afrique. J'ai entendu Joe Rogan juste après, dans son interview, parler de potentiellement faire un UFC en Afrique. Alors, c'est pas lui qui décide, hein, c'est toujours Dana White et les gens au-dessus de lui, mais un UFC Lagos ou un UFC en Afrique du Sud, c'est pas impossible aujourd'hui. On a 3 champions qui sont africains aujourd'hui à l'UFC.
C'est C'est le exceptionnel. continent le plus représenté parmi les exceptionnel. champions. On a fait la liste tout à l'heure. Des Ah non, champions. c'est énorme. Ça représente vraiment, vraiment beaucoup. C'est une immense avancée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mehdi? Je pense que, comme tu le dis, Christian, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le monde du MMA, dans le monde du sport. Bien évidemment, Francis va avoir énormément d'impact. Enfin, la victoire de Francis va avoir énormément d'impact sur le continent africain, mais pas que. Ouais. Pas que. Voilà, il y a un storytelling qui n'est pas juste. C'est pas scénarisé. L'histoire de Francis, tout le monde la connaît. Et aujourd'hui, tu peux faire un bouquin avec ça. Tu peux faire un film. Tu peux faire une série. C'est clair. C'est terrible. inspirant. C'est terrible ce qui se passe. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle page qui s'ouvre et je pense très sincèrement que ça va d'aller que vers l'avant et que Francis et sa victoire aujourd'hui vont inspirer beaucoup de jeunes. Qui veulent se lancer dans le MMA, qui veulent faire du sport, qui veulent ressembler à Francis et ressembler à tous ces champions, à toutes ces personnes qui régit aujourd'hui notre sport. Donc non. C'est vraiment Ça donne des feux verts intéressants justement pour cette exposition du MMA en France. Le fait d'avoir et Francis et Cyril finalement qui aujourd'hui arrivent à s'imposer à du très très haut niveau en UFC. Ça amène de la lumière, ça donne envie de s'intéresser. Bon, c'est même comme ça que je me suis intéressé. J'ai regardé un peu MMA Factory, j'ai regardé également sur ton compte Instagram, etc. Toi, Eric, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément le parcours de Francis et justement ce qui fait que cette histoire est assez belle et que on pouvait le voir même lors du combat, les commentateurs ont une sympathie, il y a une vraie sympathie autour de ce mec-là parce que finalement, la narrative autour du personnage est assez incroyable, même si Miocic est très sympa aussi, il y a une histoire très sympa. Je trouve que les deux sont assez ouf. Mais Francis, c'est un cas à part un petit peu, Eric, t'es pas d'accord? Ah bah oui, non, mais je sais plus qui l'a dit, mais c'est un film, sa vie. C'est un film, et en effet, maintenant, on en parle de plus en plus. Il a été reçu dans l'immense podcast de Joe Rogan, justement, pour en parler de la galère pour arriver en Europe, être recalé plusieurs fois, limite être envoyé dans le désert à croire qu'il allait y rester, finalement réussir à arriver à Paris, être clochard au début, dormir dans un garage. L'arrivée après à la factory, mais à la base en plus quelqu'un qui voulait boxer, on parlait même pas de MMA. C'est un parcours juste incroyable d'un gamin, voilà, qu'on répète souvent cette histoire, qui a transporté les sacs de sable à 10 piges, quoi. Et aujourd'hui, il est maître du monde, entre guillemets, parce que quand tu es, et Christian le sait très bien, c'est valable en boxe, quand tu es champion poids lourd, tu peux enlever les guillemets, Eric. Tu peux enlever les guillemets. Voilà, il n'y a rien au-dessus de toi. Donc, c'est un parcours juste incroyable. Et en effet, peut-être pour la première fois depuis un long moment, l'UFC a quelqu'un en poids lourd, champion poids lourd, à marketer. On n'a peut-être pas eu cette amplitude. Je ne vais pas comparer, mais la dernière fois qu'on a eu des amplitudes comme ça avec des gens comme Brock Lesnar en poids lourd. Sinon, Miocic n'a jamais été marketé et n'était pas le profil pour ça pour l'UFC. Là, je peux te dire qu'ils sont très contents. Là, c'est... Là, oui, quelque part, tu as peut-être la naissance d'une méga star avec une aura internationale. Alors après, toute proportion gardée, parce qu'il va falloir défendre, il va défendre sa ceinture, etc. On va pas dire que tout est arrivé là hier, mais c'est vrai un vrai gros pas, en effet, via UFC en Afrique, etc. L'amplitude est assez incroyable, et moi je l'ai vu ici en Amérique du Nord, même sur les réseaux. Tu sens que c'est pas le même impact que si Stipe avait battu Francis hier. Ça n'avait pas la même résonance, puisque de toute façon Stipe, je crois qu'il pouvait faire n'importe quoi, il n'aurait jamais été considéré à sa juste valeur. Donc, un peu difficile, alors que c'est quelqu'un qui a quand même un sacré palmarès, qui était le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC jusqu'à présent. Je pense qu'on peut dire en termes de défense de titre. À mon sens, oui. Je ne vois pas mieux dans l'histoire des poids lourds jusqu'à présent. C'est un grand monsieur qui a battu Francis Ngannou cette nuit. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Il ne faut pas minimiser ce qu'a fait Francis, mais il ne faut pas non plus rabaisser ce qu'est Stipe Miocic. Ah oui, parce que les pralines qu'il prend, tout le monde s'est couché au premier round sur les pralines qu'il prend, je pense. Oui, après... J'ai été choqué, stupéfait de voir à quel point Stipe était un encaisseur, mais terrible.
Ah oui. J'étais choqué. C'est-à-dire que la première droite que Francis met, il n'a pas bronché. C'est fou, hein. Choc. Donc, grand respect à Stipe pour ce qu'il a fait. Et quand on va regarder le combat encore et encore, on va se dire, ok, c'est un monsieur. Ah Ouais, oui, costaud le bonhomme. Ouais. Eric, tu parlais des réseaux sociaux il y a quelques minutes et justement, pour rebondir là-dessus, on reparlait de la sympathie autour de Francis, de un petit peu l'émotion autour de sa victoire. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors, bon, il y a des tweets un petit peu divers, il y a des tweets de soutien. Regardez, vous avez bon, alors, John Jones. Dans son style à lui, c'est pas forcément du soutien, c'est show me the money. Amenez-moi l'argent, montrez-moi l'argent. Je veux rencontrer Francis Ngannou. On sait que c'est peut-être une des futures étapes. Mais il y a eu d'autres tweets, je crois. Donc là, vous avez donc Joel Embiid. Jojo. Voilà, Joel Embiid, Camerounais, bien célèbre également en NBA. À côté, c'est marrant parce qu'il fait tout petit. Hein. On n'a pas trop l'habitude. Il dit, ouais, je te prends quand même, mes félicitations. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme tweet? On a eu Manu Ferrara, le bien nommé, la famille Manu Ferrara, la famille, avec First Team. Voilà, en photo avec le champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou. Quelle victoire incroyable, magnifique sourire. Ça fait plaisir à voir. Et regardez, qui est là, magnifique. Loïc. Il n'est pas avec nous en plateau aujourd'hui. Il avait sans doute mieux à faire vu la photo. Oui, Bien entouré quand même. Loïc a d'autres occupations dans sa vie. Il a le droit, il a raison même de temps en temps de faire une petite pause. Malheureusement, ça tombe le week-end où Francis Ngannou est champion du monde. Mais voilà, Loïc a été partenaire d'entraînement de Francis Ngannou. Quel privilège déjà. Et voilà, sur la prochaine émission. Francis a l'air privilégié. Regarde le sourire qu'il fait, alors que Loïc a l'air tranquille. En fait, là, c'est Francis qui se prend en photo avec Loïc. Ouais, non, c'est ça. C'est voilà. exactement ça. Non, mais Loïc est la star. Hein. On voit bien Francis qui se ramène comme ça. Ouais, c'est complètement accru. Il a photo bombe, on peut le dire. Non, Loïc mais s'est fait justement, photo. sur la prochaine émission, ce sera intéressant d'avoir Loïc pour qu'il nous parle un peu de comment se prépare Francis, comment se préparer peut-être Francis. Mais non, fort. Et gros impact, pas seulement sur les réseaux sociaux. Il y a des médias mainstream qui sont intéressés par Francis Ngannou et par son histoire aujourd'hui. Eric, tu parlais de son passage sur le podcast de Joe Rogan. Je pense que Joe Rogan connaissait peut-être un morceau de l'histoire de Francis Ngannou, mais n'avait pas tous les éléments. Quand tu vois le visage de Joe Rogan, quand il a face à lui Francis qui lui raconte l'histoire en entier, mais je pense qu'il est à la limite de ne pas y croire. Alors qu'il a vu des chaos complètement fous, Joe Oui, Rogan. non, mais Il s'est excité devant des trucs fous. il est tellement stupéfait que moi je suis persuadé que ça m'étonnerait pas qu'on le voit dans quelques semaines face à Jimmy Fallon, face à Jimmy Kimmel, qui sont les présentateurs des grands talk shows américains sur les plus grosses chaînes. Voilà, comme disait Eric, on a un champion du monde poids lourd qui est marketable, qui est bankable. Voilà, quelqu'un qui a une belle histoire à raconter. On le voit derrière toi, Sacha, qui est souriant. Oui. Stipe, même si c'est un grand champion dans l'octogone, c'était pas l'éclate non plus. Ouais. Voilà. Donc non, c'est de très très bon augure. Et surtout, il va se passer dans l'octogone à l'avenir. Aïe. Voilà, mais la Ça a été évoqué dès l'après, mais trouver la transition est tout. Bon, bah, écoute, merci pour cette moi, je suis sur Aliou, pas incroyable. moi, je suis un passeur décisif. J'aime bien faire des passes décisives. Il fait tourner la balle, c'est magnifique. Forcément, j'ai envie de dire la dernière thématique qu'on peut aborder, mais quelle va être la suite finalement pour Francis Ngannou? Quel sera le prochain défi? On a vu John Jones dans les tweets, bien évidemment. On parle d'un combat en juillet. Est-ce que ce serait pas, parce que j'ai vu l'appellation sortir sur les réseaux, etc. On parle du plus gros combat de l'histoire de l'UFC. Alors peut-être dans la narrative ou dans la marketabilité, mais ça reste une affiche, je pense que tout le monde veut voir. On parle d'un quelqu'un que beaucoup considèrent comme le GOAT du sport, donc greatest of all time. Attention, Sacha. Quoi? Attention. J'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit moi. On a eu un débat sur le GOAT ici. Je suis resté très neutre. On s'est un peu chamaillé avec Eric. Donc attention, surtout sur John Jones. Je considère comme le GOAT, je n'ai visé personne. Non, C'est ma manière de ne pas du tout me mouiller. Très bien. Il n'y a pas de souci. T'as pas l'air d'accord, Christian. Non, en fait, juste en une phrase, j'estime que tu ne peux pas être le GOAT si tu as eu autant de soucis de dopage qu'il a eu John Jones. Ses capacités techniques, physiques, c'est un monstre. Pour moi, si on prend que ce qui s'est passé dans l'octogone, pour moi, il y a aucun doute, c'est lui le GOAT. Mais après, les soucis de dopage et tout, moi, je suis pas hyper fan. Mais voilà, parenthèse refermée. On peut se projeter donc dans ce combat, puisque
sensiblement, c'est ce qui devrait arriver. Les news confirment plutôt ce point Pas de sûr. vue-là. Il y a eu deux possibilités. Donc, soit on parle d'un affrontement avec John Jones, soit d'une trilogie. Apparemment, John Jones a l'air assez remonté. Il est plutôt chaud. Il veut être bien payé aussi. Il l'a dit à Dana White. Est-ce que ce sera un point bloquant? On n'espère pas. Mais si on est sur cette affiche-là, comment est-ce que vous voyez ça? Comment vous sentez ce combat? Toi, peut-être, Mehdi, c'est un rêve? C'est quoi? C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de voir? Quand je regarde l'UFC, là, tout de suite, maintenant, là. J'ai envie de voir ce combat. Je suis Tout le obligé, j'ai monde a envie de voir John Jones de retour aussi. La terre entière veut voir ce combat. C'est-à-dire que tu as deux GOAT, d'accord? Ok, donc j'ai compris ton point de vue. Très bien. Il te regarde, Le souci, c'est que je peux pas spécialement faire le malin. Je vais me manger une clé de bras. Il va m'amener au sol et tout. Ça va mal se finir. Donc, je te laisse la parole. Mais on a John Jones qui a roulé, qui a désinfecté l'UFC pendant des années et pas des petits noms. C'est-à-dire que la catégorie des lourds légers, à l'époque où John Jones rayonnait, était effrayante. Le top 10 des light heavyweight, ils étaient tous numéro 1 en réalité. Et les Machida, les Rashad Evans, les machins, c'était terrible. D'accord. Aujourd'hui, on a un Francis Ngannou 2.0, comme on disait tout à l'heure, qui est capable de défendre la lutte, qui est capable d'être patient. Et on a face à lui John Jones, dont on sait de quoi il est capable. C'est un crack. C'est un crack. C'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, c'est ce que tu veux en fait. De Tom Brady même du UFC. C'est ce que tu veux. C'est le boss final en fait. Non, mais tu vois, regarde. Pour moi, tu vois ce que tu viens de dire, c'est terrible. Le truc, c'est que Tom Brady, il y a quand même. Enfin, encore une parenthèse, je suis désolé, mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit le GOAT. En tout cas, en tout cas, il est moins contesté, beaucoup moins que John Jones. Oui. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Eric, toi, de cette affiche qui nous fait déjà saliver? J'en ai foutu partout sur ma feuille déjà. Là, t'as bien raison. C'est tout simplement ce que tu peux faire de plus massif en lourd à l'UFC. Je reviens sur ce que je disais avec Brock Lesnar. T'as pas eu ce type d'amplitude-là depuis cette époque dans la catégorie. Donc c'est ce qu'on veut voir. On est tous curieux de voir Jones en lourd. Très sincèrement, à l'heure actuelle, oui, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est qui est en pole position si c'est pas parce qu'il faudra l'accord financier. Hein. Ça, attention, c'est pas encore arrivé. C'est Derek Lewis derrière, puisqu'on parle même pas de trilogie pour le moment. C'est Derek Lewis vraiment Dana White l'a annoncé hier, qui est en pole position pour avoir sa chance. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre un Derek Lewis devant John Jones? Certainement pas, surtout au vu de leur premier fight. Alors on n'aura pas une copie de leur premier fight entre les deux avec Francis et Derek, mais bon, non, il y a une intrigue avec John Jones en lourd. Tu as une performance monstrueuse de Francis hier. Tu as potentiellement, en effet, un event à hauteur mondiale. Alors, on ne dépensera pas du Conor McGregor, mais tu es quand même sur une amplitude assez incroyable. Non, tu as envie de voir. Et puis, sportivement aussi, moi, il y a une intrigue parce que, très sincèrement, si tu regardes tout le reste de la catégorie, il va falloir que certains continuent à progresser, prennent de l'expérience et tout ça. Mais sinon, tu vois, ce Francis-là, il va falloir le bouger. Hein. Ah, clairement. Tu disais, Eric, que c'est pas un événement que c'est pas aussi attendu qu'un Conor McGregor. N'oublions pas, l'UFC sont terriblement forts pour rendre un événement bankable. Je me souviens à l'époque où Francis, il l'avait présenté comme l'homme le plus fort du monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Le monde entier, la planète. C'est-à-dire que tout le système solaire, c'est lui le plus fort. Il avait mis des machines où il frappait dedans, etc. Donc aujourd'hui, Francis est l'homme le plus fort du monde. Genre, c'est lui le plus fort, qui tape le plus fort et tout. Donc, l'UFC, s'ils veulent marketer quelque chose, ne vous inquiétez pas, ils vont nous faire saliver comme jamais de la vie. Tu as du storytelling, on sait très bien que c'est trop. Des petites vidéos d'avant-match, ils peuvent faire un format mais incroyable sur la personne, notamment sur une... Eric, tu voulais lui dire un truc? Bah non, je suis d'accord avec tout le storytelling que vous voulez, les gars, mais il y a des chiffres pay-per-view. Le mec qui a les 5 premiers, il s'appelle Conor McGregor. Vous retournez comme vous voulez. Le 10 juillet, il va certainement combattre Poirier. Si Francis et Jones s'affrontent en août ou en juillet, on comparera les deux résultats de pay-per-view. Et à ce moment-là, je pourrais fermer ma gueule, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on parle uniquement en résultat pay-per-view et en viewership,
comme on dit en anglais. Effectivement, Conor McGregor il restera, je pense, très très au-dessus parce que je pense que John Jones, aussi grand soit-il dans l'octogone, je pense que malheureusement, ses frasques en dehors lui ont monté une image auprès du grand public qui est pas ouf. En revanche, moi j'ai envie de vous peindre un petit tableau là, de ce qui pourrait se passer cet été. Donc on est au mois d'août, voilà, il fait beau aux États-Unis, on est à Las Vegas, Allegiant Stadium, donc le grand stade de football américain de Las Vegas. Francis Ngannou, John Jones en main event. Tu montes une carte derrière, comme l'UFC s'est monté des cartes. Surtout en ce moment. Et moi, je suis persuadé que... Alors peut-être qu'en pay-per-view, ça ne marchera pas autant qu'un Conor McGregor. Mais tu peux faire un événement en termes de qualité de fight, en termes de visibilité. Parce que c'est un événement... Alors je ne sais pas si l'UFC peut, entre guillemets, pas se détacher de son contrat avec ESPN, mais vendre un peu plus les droits, par exemple, à des médias mainstream type NBC, faire de la codif. Enfin, Eric, tu m'arrêteras, mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, je sais qu'en boxe, ça arrive parfois sur des très très gros fights. Il y a des médias mainstream qui font de la codif avec le diffuseur habituel. Ouais, non, là, pas là-dessus. Pas là-dessus, très bien. Bah écoute, après, je sais que voilà, ESPN met tellement d'argent que le partage va être un peu compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'un tel événement, ça peut avoir une portée mondiale. Moi, je suis désolé. Ah bah oui. Ça aura une portée mondiale. C'est sûr et certain. Non. Parce que même si on ne connaît pas spécialement John Jones et sa carrière, quand on te présente le mec, comme tu disais sur les vidéos d'avant-combat, etc., on te présente le gars, tu te rends compte rapidement que, attends, lui, c'est sérieux. C'est très sérieux. En face, tu as Ngannou. Tu parlais de montagnes qui se croisent pas. Là, c'est encore plus que on se recroise. Oui. Pour moi, c'est. Ah non, mais Christian, j'ai bien dit amplitude mondiale. Hein. C'est amplitude mondiale. C'est monstrueux à faire comme fight. Hein. Ça, je reviens pas là-dessus. Le fight je suis tout à fait d'accord. En Afrique, celui-là, finalement, parce qu'en termes c'est peut-être un peu tôt, je pense, mais en termes d'affiches, de qualité d'affiches, c'est peut-être ce qu'il y a de plus gros à faire. Alors, avant que l'UFC intègre un nouveau continent, je pense qu'ils essayent de faire des petits tests et surtout, ils essayent de s'assurer de la popularité de la tête d'affiche qui serait sur cet événement-là. Quand ils sont allés pour la première fois, par exemple, au Moyen-Orient, il me semble que c'était Abu Dhabi. Ouais, fameux Fight Island, non? Où ils ont fait un test? Non, c'était le Khabib Poirier. La première fois, ils font un gros événement au Moyen-Orient. Tu te ramènes avec Khabib, c'est incontournable. Voilà, tu as la star ultime, surtout dans cette région-là du monde. Tu es sûr que ça va être bankable, que ça va marcher. Francis est certainement extrêmement populaire en Afrique. Mais je pense que l'UFC, avant de monter un gros événement en Afrique, il va se passer peut-être un petit peu de temps. Voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On va suivre ça de très près, que ce soit l'actualité de Francis Ngannou, le retour de John Jones, le prochain combat en poids lourd, les grosses affiches. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là pour tous ces débats et pour ces analyses. Je voulais conclure, Mehdi, ton actualité un petit peu. Où est-ce qu'on va pouvoir te voir combattre? Quand? Comment ça se passe pour toi? Alors, il y a une prochaine... la prochaine trilogie sera le 25, 26 et 27 juin. On n'a pas encore le lieu. Okay. Espérons que ce soit à Paris. C'est une possibilité? Il n'y a pas de lieu. Donc, tout est possible. Alors, quand je demande est-ce que c'est une possibilité, c'est est-ce que les organisateurs y pensent, réfléchissent? Ils pensent organiser un événement à Paris, à Dublin et à Los Angeles. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de lieu encore, voilà. Tout est ouvert. Tout est ouvert, donc on espère que ce sera à Paris et puis je pense être présent sur cette trilogie en tout cas. Ok, bon, on suivra ça avec attention. En tout cas, merci d'avoir participé avec nous à l'émission. C'était un vrai plaisir. Merci à tous ceux qui vont regarder cette émission. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous mettre des petits commentaires juste en dessous. On se régale de les lire, de répondre quand on a le temps et surtout de continuer à parler de l'actualité des sports de combat puisque c'est pour ça qu'on est là sur Bagarre Générale. Merci à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. C'est quand vous regardez la vidéo finalement. Et puis à très très vite. Merci à tous. Salut.